actuellement conseiller national de l'UDI. Il est aussi président de l'association des résidents de Brest-Lambézélec, Monsieur André Rozek. Bonsoir à tous. Je suis local de l'étape. Oui, je suis du centre. Et cela depuis très très longtemps, pour les gens qui me connaissent ici à Brest. Hier au CDS, et puis à l'UDF. Aujourd'hui, je suis à l'UDI. L'UDI, pas l'union des incompris, comme certains ont osé le dire. Non. L'UDI, c'est l'union des impatients. Oui, les impatients de voir partir les socialistes. L'UDI soutient Bernadette Balgorn sans ambiguïté parce que les choses ont été dites par-ci, par-là. Le conseil départemental dont je fais partie a délibéré, a voté et s'est donc clairement exprimé avec une majorité écrasante pour notre candidate. Les choses sont claires. Et si je soutiens Bernadette Balgorn, c'est car je retrouve dans ses propos, dans ses convictions, les valeurs auxquelles moi, centriste, je suis très attaché, la liberté, la responsabilité, la tolérance, l'humanisme social. Oui, j'ai été premier adjoint de cette ville pendant 6 ans. Et je sais que la tâche ne sera pas facile. Il faudra beaucoup s'investir. Mais il me tarde de retrouver une ambition et une dynamique pour ma ville. C'est pourquoi, aujourd'hui, c'est l'ancien premier adjoint de la ville de Brest qui passe la parole au futur maire de Brest. Eh bien, mes chers amis, merci. Merci à vous tous de votre présence ce soir. Merci de votre soutien pour ceux d'entre vous qui l'avaient déjà exprimé. Merci de votre attention, vous qui venez ici animés de ferveur démocratique. Depuis des mois, nous venons à votre rencontre dans un esprit de rassemblement et d'ouverture. Sous nos seules couleurs, pour Brest, au service de tous les Brestois. Et ce soir, nous qui sommes partis sous nos seules couleurs, nous sommes accueillis par des amis ayant des responsabilités dans les différentes familles politiques qui ne se reconnaissent pas dans ceux qui dirigent aujourd'hui la France, la Bretagne et notre ville de Brest. Je veux tout d'abord les remercier. Merci à Marc Fesneau, secrétaire général du MoDem, mouvement qui nous a le premier accordé son investiture. Merci aussi à Marc Berthelot et Marie-Laurent, responsable départemental du Parti chrétien-démocrate, qui nous a également apporté son investiture. Et merci à Isabelle Jaconot, présidente de France Écologie, qui vient de rendre publique l'investiture de son parti, associé à l'UDI, à notre démarche. Merci à son représentant, Pascal Kerbérénès. Et l'UMP, vous le savez, sa commission nationale d'investiture n'a pas souhaité faire de choix pour Brest. Mais son président m'a écrit pour me dire que notre liste avait tout autant que l'autre le droit de se réclamer de l'UMP. Et l'UDI finistérienne nous a exprimé son soutien, confirmé ici à Brest par André Rozek, premier adjoint honoraire à la ville de Brest,
qui m'a en quelque sorte intronisé. Mes collègues conseillers régionaux, issus de ces deux formations et de trois des départements, les départements ouest bretons finalement, ont témoigné de la cohérence de nos engagements au service de toute la Bretagne et de chacune de nos villes ou chacun de nos terroirs. Qu'ils en soient aussi remerciés. Notre liste rassemble des militants issus de toutes ces familles et des gens qui, comme moi, ne sont pas affiliés à un parti politique. Ensemble, nous partageons des valeurs de liberté et de responsabilité, d'initiative et d'engagement, de justice et de solidarité. Car selon la belle formule de Philippe Séguin, auprès de qui j'ai œuvré de nombreuses années, nous croyons à la liberté, à la dignité et à l'égalité des chances. Dès le début de notre campagne, nous avons annoncé nos trois grandes priorités: l'emploi, la sécurité et la maîtrise de la fiscalité. Alors, parlons tout d'abord finances et fiscalité. Vous savez, quand on compose une équipe, on a beaucoup de volontaires pour faire du social, de la culture, du sport, etc. Alors, finances et fiscalité, il a fallu quand même que je cherche un peu. Alors, le maire sortant, le maire actuel qui va sortir, se vante de la qualité de sa gestion. Il se targue de n'avoir pas augmenté les impôts. Il joue avec les chiffres, il joue avec les mots. Il ne parle en général que de la ville de Brest, peu endettée, dont les indicateurs de gestion sont dans la norme. Mais le budget de Brest a tendance à devenir une coquille vide, ou du moins vidée de l'essentiel, désormais transféré au budget de BMO, la communauté urbaine, sans oublier les multiples satellites comme Brestem, Sampi, Semtram, BMH, BMA et autres SPL, sociétés publiques locales. Lorsque le maire sortant, qui va sortir, se vante de n'avoir pas augmenté la fiscalité, vous avez du mal à le croire. Il se réfère au taux qu'il a pris soin de stabiliser depuis 3 ou 4 ans, selon les impôts. Mais c'est une illusion d'optique. Pendant ce temps, les bases augmentaient, plus vite encore que l'inflation, et donc le produit global de l'impôt ne cessait d'augmenter. L'augmentation de la pression fiscale globale à Brest plus BMO est en réalité d'1/4 au cours du mandat. Pendant ce temps, cela a déjà été dit, la population ne cessait de diminuer et de s'appauvrir. Les charges croissantes retombent donc sur un nombre décroissant de cotisants qui s'en trouvent encore surchargés. En plus des impôts eux-mêmes, il y a les taxes et les tarifs des services publics qui augmentent. Pour les entreprises, le versement transport a augmenté de moitié pour payer le tram. Une charge de plus quand on est installé à Brest, pour les entreprises installées à Brest. Pour tous, une taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères en augmentation d'environ 50% sur la période. Et le prix de l'eau, soi-disant, il devait baisser avec la SPL eau du Ponant. Regardez vos factures. Il a augmenté de plus de 20% sur la mandature. Mais la SPL n'oublie pas de s'installer dans de nouveaux locaux luxueux. Sur l'évolution de la population aussi, le maire sortant qui va sortir joue avec les chiffres, joue avec les mots. Hier, il pouvait dire que si la population de Brest diminuait, celle de BMO croissait. Aujourd'hui,
il ne le peut plus. La population de Brest diminue, celle de BMO diminue aussi. Alors, il a été obligé d'étendre maintenant ses comparaisons jusqu'aux limites du pays de Brest. Et les populations de Saarnand à Ploudaniel sont appelées à la rescousse de celles de l'agglomération. Il a aussi changé les références de ses comparaisons. Hier, il comparait toujours Brest, ce qui était assez normal d'ailleurs, à Angers ou à Caen, nos voisines du Grand Ouest. Aujourd'hui, il va chercher ses comparaisons à Metz ou à Béthune, au cœur de régions qui ont connu le sinistre de leurs industries traditionnelles, sidérurgie et charbonnage, régions que j'ai bien connues. Alors il se console quand Brest peut afficher des résultats un peu meilleurs que Béthune. Voilà. Mais pour mesurer la santé financière de Brest, la qualité de sa gestion et les marges de manœuvre pour l'avenir, c'est ça qui est important pour nous. C'est le budget de BMO qu'il faut regarder. Et ce que l'on voit, c'est un océan de dettes. Si l'on ajoute à la dette directe les garanties et autres engagements sur la collectivité, c'est plus d'1 milliard d'euros qui planent au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès. Cuyandre, l'homme qui aura coûté 1 milliard d'euros aux Brestois. Comment en est-on arrivé là? Par aveuglement? Par gloriole? Par ignorance? Ou par dogmatisme? Tout cela peut être. Par aveuglement, les socialistes ont nié la crise. Le monde entier pouvait être en crise. Tous les malheurs de la France étaient, selon eux, imputables à une seule personne, le président Sarkozy, objet de leur détestation. Comment s'étonner aujourd'hui de l'impopularité de l'actuel président quand le chômage explose, que la dette de la France ne cesse de gonfler, que l'activité stagne et qu'il continue de prétendre le contraire? Ils l'ont nié à Paris, ils l'ont nié à Rennes. J'en prends à témoin mes collègues conseillers régionaux. Selon Le Drian, la crise s'était arrêtée aux portes de la Bretagne. Un peu comme Tchernobyl. Protégé, disait-il, par des activités qu'il qualifiait, se trompant lui-même, de non délocalisables, comme l'agriculture et l'agroalimentaire. On sait ce qu'il en est advenu. Les socialistes brestois aussi ont nié la crise. Ils ont essayé de poursuivre les grands chantiers engagés sous le mandat précédent et en ont engagé de nouveaux. Alors que la crise a rapproché toujours plus dans de nombreuses familles la fin du mois de son début. Hein? On disait autrefois, la fin du mois c'est le 20, et maintenant on dit c'est le 15. Les socialistes brestois restaient imperturbables et ne modifiaient en rien leur projet. Ah, ça c'est ce qu'ils auraient voulu. Mais leur projet allait se heurter au dur mur de la réalité et transformer des ambitions séduisantes en caprices ruineux. Par gloriole, nos édiles socialistes aiment le théâtre, la mise en scène, les inaugurations spectaculaires, aux frais du contribuable. L'hiver sortant, qu'on va sortir, veut se faire une image de bâtisseur. Depuis quelques semaines, il ne se passe pas de jour qu'on ne lise dans la presse pose de première pierre, sans être assuré qu'il y en aura une deuxième, annonce miraculeuse et opportune à la veille des élections de l'arrivée d'un investisseur commercial sur des sites en friche depuis des lustres, qu'il s'agisse des Halles Saint-Louis,
de la supérette fantôme de Saint-Marc ou des Capucins. Foisonnement d'éoliennes virtuelles sur le polder, où les travaux ne font que commencer. Et même promenade virtuelle dans un téléphérique virtuel. Comment, dans ces conditions, démêler le vrai du faux? Est-ce par ignorance alors qu'ils nous ont conduits dans ces impasses? Ah certes, ils savent jongler avec les millions d'euros. Mais les acrobaties qui leur permettent de se raccrocher aux branches ne peuvent cacher l'absence de mise en perspective économique de leurs exercices budgétaires. Par dogmatisme, quand on continue à faire de la dépense publique le moteur de l'économie locale, alors que l'on est endetté et que notre outil productif ne peut faire face à nos besoins, on organise la fuite des activités et des emplois. Mais n'est-ce pas aussi un effet de mode? Comment, monsieur le maire, vous en êtes resté au bon vieux bus? Ringard, monsieur le maire. Regardez sur nos étagères le joli tram que voici. Et vos abribus, vos bancs et vos aubettes, dépassés. Nous avons une très bonne occasion en provenance de Montpellier. Dommage qu'on n'ait pas le même climat et que la pluie et le vent se jouent des modestes abris septimaniques. Aujourd'hui, c'est la mode des téléphériques. Le maire sortant, qu'on va sortir. Alors, le maire sortant est allé à Rio. Non, c'est pas du Dario Moreno, il est allé à Rio. Il a vu un téléphérique urbain, et pourquoi pas à Brest. Il n'y avait rien sur étagère cette fois-là. Alors, on va faire un prototype, avec un marché de conception-réalisation dérogatoire au code des marchés publics. Un téléphérique spécial Pinfel. Alors nous avons posé la question, n'y a-t-il pas trop de F pour le TLF? Nous n'avons pas eu la réponse, mais elle existe. Elle existe en 8 pages, en date du 30 décembre 2013, en provenance de l'autorité de l'environnement. Étude inachevée, insuffisance de mesure de l'impact, etc., etc. Et on y apprend incidemment que l'avis rendu par cette même autorité sur la ZAC des Capucins, le 20 janvier 2011, ne peut être considéré comme favorable, contrairement à ce que prétend le document. Quant au coût de ce projet de téléphérique, d'abord évalué à 15 millions, il tangente désormais les 20 millions, et ce n'est pas fini. Si cela peut s'arrêter, car une fois élus, nous mettrons un terme à ce gadget inutile et coûteux. Vous l'avez remarqué, nous sommes les seuls à être contre le téléphérique, qui est quand même le symbole du gâchis, du gaspillage, de l'inutilité, de la gloriole et de cette façon de vouloir laisser sa trace. Mais des projets coûteux et qui n'ont pas toujours fait la preuve de leur utilité, cela pullule à Brest. Parlons des ZAC, ces zones d'aménagement concerté. On rappelle, je l'ai dit, ça a été dit, la population diminue, s'appauvrit, le chômage explose. On continue à ouvrir des extensions de la ville sur des zones agricoles, tandis que le centre-ville se vide, que le commerce périclite, que les quartiers perdent leur animation. La ZAC de la Fontaine-Margot, créée en 2007, confiée à BMA, concession prolongée jusqu'en 2027. On a dépensé déjà 2,5 millions d'euros. On en est toujours aux études. Et il y a déjà eu 22 délibérations du Conseil communautaire, toutes votées d'ailleurs à l'unanimité. On en reparlera. Mais où sont les clients?
On n'y pense pas. La ZAC de Kerlinou relève de la même absence d'adéquation avec la demande, créée également en 2007, 40 hectares, attribuée également à PMA, concession prolongée également jusqu'en 2027. On a aussi dépensé près de 2,5 millions d'euros. Et là encore, la commercialisation patine. Et la ZAC du Verne, créée en 93, 20 ans, confiée à BMA. Et chaque année, le bilan de cette zone artisanale fait apparaître des difficultés de commercialisation. Et chaque année, la collectivité bouche le trou. Et la ZAC de Messivoile, encore 30 hectares dévolus à l'habitat, zone créée en 2006, qui n'a toujours pas démarré. Une fois de plus, on a voulu imposer des produits qui ne correspondaient pas à la demande, sans tenir compte de l'évolution de la situation économique générale et des finances des ménages. Et pour compenser ces erreurs d'appréciation, c'est l'argent public, nos impôts, vos impôts, qui viennent boucher les trous. Sans oublier les garanties d'emprunt. Ces interventions en garantie, il ne faut pas croire que c'est du théorique et que la caution donnée n'est jamais activée. En fait, la collectivité, c'est-à-dire vous, vos impôts, vient au secours de toutes les affaires foireuses des multiples satellites. Et il faut savoir que donner sa garantie, c'est accepter une charge future. Je vais prendre un exemple, celui du bâtiment Biotech sur le Technopole, souvent appelé bâtiment Summum. Petit rappel historique. En 1999, la CMAL, une société d'économie mixte également, pour le compte des collectivités, construit un bâtiment de plus de 2000 m² pour une société de biotechnologie dénommée Summum. Plus de 6 millions d'euros ont été engagés. Après 2 ans, la société fait faillite. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de risques. En 2005, la communauté urbaine, c'est-à-dire budget BMO, a dû racheter les bâtiments vides. 16 labos P2 et 6 labos P3. Ce qu'on appelle des labos P3, c'est là où on peut manipuler des virus et toutes sortes de bestioles en toute sécurité. Bon, évidemment, aucun loyer ne rentre. Chaque année, les charges d'entretien s'accumulent. L'équipe sortante, qu'on va sortir, a refusé l'implantation de petites ou moyennes entreprises, même issues de recherche brestoises, car elle voulait faire un gros coup et tout louer ou vendre d'un seul bloc. On a vu comme ça des recherches brestoises qui sont parties faire leur jeune pousse. Alors certaines pas trop loin, il y en a c'est à Morlaix, mais certaines sont parties. Voilà. Eh bien aujourd'hui, ils doivent en rabattre. Et 10 millions d'euros plus loin et 10 ans après, que trouve-t-on sur le site de BMO? 16 laboratoires P2 et 6 laboratoires P3 sont à vendre ou à louer. Mauvaise gestion des deniers publics, manque de dynamisme dans la prospection économique, mais aussi, c'en est un exemple, condescendance pour des projets jugés insuffisamment prestigieux, arrangés avec d'autres occasions manquées du développement industriel et portuaire. Nous vous proposons une autre façon de gérer la ville, BMO et les organismes périphériques, dans la sobriété, dans la transparence. Nous commencerons par un audit de tout cet ensemble, puis chaque année nous ferons certifier de façon consolidée les comptes de Brest, de BMO et des organismes satellites. Nous stopperons l'augmentation des impôts locaux, tant sur les ménages que sur les entreprises. Un véritable arrêt. Pas un tour de passe-passe à la manière illusionniste du maire sortant, que nous allons sortir. Une baisse des taux pour compenser la hausse des bases, de telle sorte que l'impôt à payer soit gelé. Mais
la baisse des dotations de l'État, dont nous ne connaissons que le début, va se poursuivre et s'aggraver, comme l'a confirmé le président de la République, et là je crois qu'on peut le croire. Et donc des efforts de gestion seront indispensables pour réduire certaines dépenses afin de dégager des marges de manœuvre pour nos priorités. Car nous n'avons pas les mêmes priorités que la municipalité socialiste sortante que nous allons sortir. Fini les dépenses de prestige. Fini les réceptions où l'alcool coule à flot. Plus de ces voyages à l'autre bout de la terre, dont on ne saura jamais s'ils servent à autre chose qu'à entretenir l'amitié entre Brestois. Réduction du parc automobile aux strictes nécessités du service public local. Foin de l'appareil municipal de communication avec ses multiples supports de propagande. Pour éclairer le fonctionnement de la démocratie locale, la presse ne saurait se dérober à sa mission d'information, que diable. Et surtout, on cesse d'ouvrir des zones où personne ne vient habiter, de construire des bureaux sur des terrains à vocation industrielle et qui ne se remplissent qu'en vidant le centre de ses activités de service et d'une partie de son animation. De rêver de nouveaux quartiers à coups d'équipements publics sans se soucier des aspirations et des capacités financières de la population. Les Brestois sauront dire au maire sortant, 1 milliard d'euros, ça suffit, 13 ans, ça suffit. Nos priorités à nous, l'emploi et la sécurité. La sécurité est la première aspiration de tout un chacun. La liberté d'aller et venir en tout temps et en tout lieu sur le territoire de la République est une conquête à laquelle personne n'a envie de renoncer et dont la garantie nécessite une action persévérante et agile des pouvoirs publics. La municipalité doit y apporter sa pleine contribution. Quels commerces subsisteront dans des zones devenues terrains d'action de trafiquants de drogue? Quelle famille voudrait habiter une cité où les insultes des malappris et les vols ou les violences obligent les élèves à prendre, malgré eux, le chemin des écoliers pour éviter certains passages? Qui appréciera la promenade dans nos nombreux jardins publics si leurs bosquets obscurs camouflent trafics et libations qui se transforment parfois en bagarres au couteau? Braquage de bureaux de tabac, de coiffeurs, de boulangeries, tout récemment encore d'une crêperie. C'est toute une activité économique qui est menacée. C'est l'animation de nos quartiers qui s'éteint. La municipalité ne peut rester indifférente. Pourtant, la municipalité sortante, que l'on va sortir, est en jeu. Elle refuse la police municipale, se contentant d'agents verbalisateurs du stationnement. Elle refuse la vidéoprotection, sauf pour ses propres équipements. Le tram, par exemple, dispose de 6 caméras par rame, d'une caméra par station et d'un centre de contrôle moderne, mais non connecté. On a des principes, mais à géométrie variable. La création que nous programmons d'une police municipale par redéploiement des effectifs, sans création nette d'emplois, permettra d'organiser 2 jours des patrouilles à pied par des rondes permettant de détecter les atteintes à la tranquillité, à la propreté et les risques liés à la circulation. Son travail s'effectue en complémentarité avec la police nationale, dans le cadre de conventions et sous le contrôle des autorités administratives et judiciaires. C'est également sous le contrôle sourcilleux des autorités administratives et notamment de la Commission nationale informatique et liberté que sera mise en place la vidéoprotection. Et nous écouterons les victimes, organisées ou non en association, et tous ceux qui s'impliquent souvent bénévolement dans la prévention. Nous les écouterons et nous les soutiendrons.
On le sait aussi, il y a des formes urbaines qui sont propices à l'insécurité. Profitons des opérations de rénovation urbaine pour y remédier. Voyez, on m'accuse de faire des critiques systématiques. En langage socialiste, du dénigrement. Eh bien, je peux vous dire que nous poursuivrons les opérations de rénovation urbaine de Brest, qui sont d'ailleurs issues du plan Borloo de cohésion sociale. Mais nous veillerons à ce que l'objectif de retour de la tranquillité dans ces quartiers soit bien pris en compte dans ces projets. Les zones urbaines sensibles de Kéranroux, Kérorien-Valire, de Kéréderne et de Pont-à-Nézen ont déjà fait l'objet d'interventions ponctuelles ou de grande ampleur s'agissant de Pont-à-Nézen. Des opérations de rénovation urbaine ont également intéressé Saint-Martin et désormais Recouvrance, où nous sommes. Au-delà de la rénovation du bâti et de l'aménagement des espaces publics, c'est toute une vie collective à qui l'on doit permettre de s'épanouir. Pour les familles d'origine étrangère, plus nombreuses dans ces quartiers, nous soutiendrons les initiatives permettant une véritable intégration par l'acquisition de notre langue et la compréhension de nos mœurs, notamment pour les parents d'élèves qui ont souvent des difficultés à suivre la scolarité de leurs enfants. Des projets ont été élaborés déjà, qui n'ont malheureusement pas été soutenus par la municipalité sortante, que décidément il faut sortir. À toutes les familles, nous assurerons l'égalité des chances de leurs enfants, quel que soit le réseau scolaire choisi par elles, public, catholique ou diwan. S'agissant des rythmes scolaires, il faut bien admettre que la mise en œuvre aveugle et à la hussarde de leur réforme a pour l'heure fait plus de dégâts qu'elle n'a apporté de bienfaits. Nous ouvrirons une réelle concertation avec les familles, les enseignants, les acteurs éducatifs et l'ensemble des partenaires. Nous adapterons la réforme à leurs attentes. Nous joindrons nos efforts à ceux qui réclament au gouvernement la suppression de l'application de la réforme aux écoles maternelles où l'on a vu des enfants en perte de repère avec des siestes parfois interrompues à 15 heures. Et on sait qu'il ne faut pas le faire. Si la justification donnée à la réforme est bien l'intérêt de l'enfant, il faut aussi qu'elle puisse bénéficier aux enfants scolarisés dans les écoles privées sous contrat. Nous agirons en ce sens. Les temps d'activité périscolaire, les fameux TAP, représentent une charge financière importante pour les communes. Les aides de l'État et de la CAF sont temporaires. Mais il n'y a aucune raison que cette charge retombe sur les familles. Le dispositif devrait être adapté en conséquence, il doit rester gratuit. Beaucoup d'habitudes ont été bouleversées, sans proposer toujours un meilleur aménagement du temps de l'enfant. Des propositions concrètes et constructives ont également été faites. Par exemple, revenir à 1 heure de début des classes à 9 heures, expérimenter le samedi dans quelques classes volontaires, assurer une qualité et la neutralité des TAP. Éviter les changements de jour d'une année sur l'autre entre les deux catégories d'écoles, cela dépend de la seule municipalité. Pour l'instant, les sortants n'ont pas répondu. Si l'intérêt de l'enfant doit être au centre de toutes les réformes les concernant, il faut quand même que les parents puissent suivre. Il y a encore beaucoup de progrès à faire à Brest en matière d'accueil de la petite enfance. Nous avons particulièrement noté le besoin de crèches à horaires atypiques et nous encouragerons la création de telles places. Nous assurerons la transparence des critères d'attribution,
qui ne doivent pas pénaliser les parents qui travaillent, et nous veillerons à leur application. Pour nous, l'éducation est essentielle. Et vous le voyez bien, vous qui connaissez la situation brestoise actuelle, nous développons une approche nouvelle qui place sa confiance dans les acteurs, à commencer par les familles. C'est essentiel parce que l'éducation est la base du développement de la personne et de l'intégration sociale. C'est essentiel parce que la performance de l'école ouvre les portes de l'emploi. Et le développement de l'activité et de l'emploi, c'est notre grande priorité. Alors on nous dit, oui, c'est bien, mais que peuvent les collectivités publiques pour l'emploi? Le scepticisme domine. Le fameux « on a tout essayé » n'a pas fini de gangréner les esprits. Alors non, n'y comptez pas. Arrivés à la mairie, nous n'allons pas embaucher vos enfants, vos conjoints ou vos amis munis d'une bonne carte politique. C'est pas le genre de la maison. L'emploi que nous voulons voir se développer, c'est celui de l'industrie, des innovations issues de nos laboratoires de recherche, du commerce, de l'artisanat, de tous les services aux entreprises comme à la population. Et Brest ne manque pas d'atouts. Je voudrais seulement ce soir esquisser les voies d'une reconquête d'une vocation maritime de Brest dont les ambitions se sont au fil du temps émoussées. L'histoire de Brest s'est construite autour de son port militaire. Mais l'URSS a éclaté, pas s'en plaindre. De nouvelles menaces ont émergé. Les affrontements prennent de nouvelles formes. La dissuasion, dont nous sommes ici un point fort, ne suffit plus au développement des activités de la marine ou de l'industrie de défense, qu'il s'agisse de Thales, de DCNS ou de toute la sous-traitance qui en dépend. Nous sommes en présence d'une nouvelle donne. Et ici à Brest, on est resté sur les schémas anciens, chacun dans son pré carré. La marine, le commerce, l'industrie. La ville décline. La municipalité sortante, qu'on va sortir, n'a pas su voir que notre avenir repose désormais sur la capacité à tirer avantage de notre remarquable positionnement maritime et des infrastructures tant civiles que militaires dont nous disposons déjà, mais dont les ressources sont aujourd'hui vieillissantes ou mal exploitées. Que d'occasions ratées! Que d'occasions ratées! La réparation navale civile peine à se développer, malgré l'arrivée de Damen, et le flux croissant de navires qui passent au large. L'activité stagne. Le ministre de la Défense, notre collègue conseiller régional Le Drian, eh bien, le ministre de la Défense hésite encore à décider du port où seront entretenus les sous-marins Barracuda, alors que la logique industrielle militerait pour tout regrouper ici. Les vieilles coques sont déconstruites ailleurs, après avoir marqué notre paysage et entretenu la nostalgie durant de nombreuses années. Les usines de l'éolien posé s'installent à Cherbourg, à Saint-Nazaire. À Brest, pour l'instant, aucun des grands industriels du secteur énergétique, Areva, EDF Énergie Nouvelle, Technip, ne sont solidement implantés. J'ai sonné l'alerte, mes chers collègues, lors de la dernière session du Conseil régional, en demandant la mise en place d'urgence d'une prospection économique de choc. On ne doit pas baisser les bras ou attendre l'arme au pied que d'autres décident pour nous. Brest dispose d'atouts que beaucoup pourraient nous envier. Un arrière-pays breton, Hervé en parlait, dont l'activité agroalimentaire doit retrouver un nouvel essor, dont la richesse touristique
n'est encore que partiellement mise en valeur. Le cas de la nouvelle usine de lait de Carhaix devrait être exemplaire pour consacrer le rôle de Brest comme plaque de distribution des productions bretonnes vers le reste du monde. Le rebond du commerce maritime porté par la mondialisation et un flux continu de navires au large de nos côtes, mais qui pour l'instant ne s'arrête pas. La valorisation des mers et du littoral, enfin. Nouvel avenir de l'humanité et la première étape des énergies marines, qui ont toute leur place dans le pacte énergétique national et mondial. La haute technicité des projets est à la portée du potentiel intellectuel et industriel brestois. Le tissu universitaire, la recherche, l'expertise dans le domaine maritime sont là. Il pourrait même avoir un rayonnement encore plus éclatant. Mais pour cela, il faut que de vrais projets d'entreprise viennent relayer la recherche et donner du travail aux jeunes, qui sont ici excellemment formés. On en a là un échantillon, ils sont tous excellemment formés. Et ils voudraient bien rester travailler à Brest. Oh, c'est pas mal que les jeunes aillent voir un petit peu ailleurs, quelques années, ce qui se passe, mais au bout d'un certain temps, on aimerait bien revenir chez soi. Et malheureusement, dans l'état actuel des choses, on ne trouve pas. Excellence de la formation, insuffisance des débouchés correspondants. Aujourd'hui, quelques expérimentations ont confirmé la justesse de ce constat. Il est temps de se montrer plus ambitieux sur des sujets prometteurs comme les fermes d'hydroliennes ou d'éoliennes flottantes. La municipalité sortante, comment sortir, s'est réfugiée dans l'attentisme et dans l'anecdotique. Nous serons entreprenants. Nous nous impliquerons avec détermination dans le montage des projets et nous contribuerons activement à leur réalisation. Nous serons l'aiguillon auprès de tous les acteurs, publics et privés, pour stimuler et accompagner les initiatives. Alors aujourd'hui, Brest peut et doit relever 3 défis. Faire du port de Brest la station-service pour tous les navires qui adopteront la propulsion au gaz liquéfié, le GNL, créant ainsi un effet levier pour la réparation navale. La compagnie Brittany Ferries a donné le signal de cette révolution en commandant à Saint-Nazaire un navire dont la propulsion sera innovante. Ce ferry est représentatif de ce que seront bientôt les flottes mondiales, dont des dizaines de milliers de navires sillonnent les mers chaque jour. Et à Brest, la zone Céveso, qui subit aujourd'hui les contraintes des plans de sécurité, les fameux PPRT, trouvera dans un tel contexte les ressources de son développement, qui lui-même financera une sécurité sans faille et sans extension du périmètre actuel. C'est parfaitement possible. Deuxièmement, soutenir activement l'aménagement du polder et convaincre les industriels de s'engager sur le long terme. C'est un de mes combats au Conseil régional et au syndicat mixte brest-siroise, où je siège depuis 2010. L'éolien flottant et les intentions récemment affichées par le groupement Windflow de réaliser directement un démonstrateur plus puissant doivent être l'occasion d'un nouveau partenariat porteur d'emploi. Nous soutiendrons toutes les initiatives pour implanter à Brest les organismes impliqués sur le plan international dans la valorisation des océans. Et nous nous battrons pour éviter la fuite des potentiels déjà ancrés ici. Troisièmement, nous encouragerons le trafic de conteneurs et la croisière en recherchant la meilleure connexion avec l'ensemble de la Bretagne et en créant ainsi des flux d'accès par une voie maritime aujourd'hui sous-employés. Alors, pour atteindre ces objectifs ambitieux, les ports de Brest doivent valoriser au mieux leurs infrastructures et les services portuaires au plus haut niveau de qualité attendu. Ce développement, loin d'entraver
celui de la Marine nationale, dont nous sommes des ardents défenseurs, permettra de mieux protéger et soutenir ces missions ici à Brest. Nous y tenons. Tous les acteurs, publics comme privés, seront bénéficiaires d'une approche coordonnée. Les infrastructures maritimes sont techniquement complexes et requièrent de gros investissements. À plusieurs, les acteurs portuaires seront plus performants et plus économes. L'emploi naîtra des nouvelles activités ainsi favorisées. Alors, dans ce panorama, quel rôle pour l'équipe municipale? D'abord, la volonté et la vision à faire partager. Les rencontres que nous avons eues avec les acteurs portuaires montrent qu'il y a des regrets, mais aussi une envie d'action. Les espaces portuaires permettent de nouvelles perspectives dans 3 secteurs importants. La réparation navale lourde, tant militaire que civile, les énergies marines et les domaines de la pêche et de la plaisance. Nous nous ferons, par l'exploitation des ports, les promoteurs de la mutualisation des capacités sur les grosses infrastructures en visant la pleine charge et la réactivité de service. Vous comprenez que cette dynamique que nous portons invite à un nouveau regard sur la Pinfeld. De nouvelles perspectives urbaines vont surgir. Elles rendent dérisoires et déjà obsolètes les gadgets qui tiennent lieu de projets à la municipalité sortante que l'on va sortir. Mais pour redevenir une plaque tournante, Brest doit aussi être désenclavé côté terre. D'où l'importance d'un vrai TGV qui nous fasse accéder à Paris en moins de 3 heures. Je dis moins de 3 heures parce que quand on dit 3 heures, on dit 3h08 ? Non. 3 heures. 2h59 et demi. Voilà. À côté de sa vocation militaire, Brest doit donner un nouvel élan à son industrie maritime et à ses ports. Le développement de l'agglomération est à ce prix. Le retour de l'emploi et la sortie de la crise qui touche Brest encore plus que le reste de la Bretagne aussi. Mais alors, pourquoi ces idées que nous ne sortons pas d'un chapeau, mais de la confrontation de nos expériences et de celles d'autres acteurs engagés dans la vie économique brestoise, pourquoi ces idées n'ont-elles pas pris corps? Nous le savons, la municipalité sortante, que l'on va sortir, gonflée d'autosatisfaction, en place depuis trop longtemps, n'admet que les idées qui viennent d'elle. Chacun doit faire allégeance, et qui ne rentre pas dans ses visées partisanes se voit effacé du tableau, il n'existe pas, on ne doit pas le voir, et bien sûr, on ne l'écoute pas. La démocratie locale est en panne à Brest. On ne peut tous qu'être désolés par les taux d'abstention aux élections, même aux élections municipales. 50% à peu près. La moitié des gens qui ne se déplacent pas. C'est un indicateur de la panne de la démocratie locale. Conseil de quartier en léthargie ou transformé en chambre d'enregistrement. Association sous influence. Simulacre de concertation et de consultation. Opacité, antichambre du clientélisme pour l'accès aux emplois, aux logements, aux services publics locaux. Et l'opposition muselée, tellement raillée qu'elle finit par céder à la tentation de se rallier ou de jouer les figurants de l'opposition de Sa Majesté.
pourquoi je veux saluer tout particulièrement Marc, Brigitte et Geneviève, conseillers municipaux et communautaires sortants, mais qu'il faut garder, et qui nous ont rejoints et veulent avec nous faire souffler sur Brest le grand vent de la liberté. Balayons les miasmes de ce petit monde confiné des socialistes brestois qui font peser une chape de plomb sur la ville. Brest a besoin d'une vraie alternative. Nous proposons aujourd'hui un autre projet pour Brest. Nous le proposons tous les jours dans nos réunions de quartier, dans nos rencontres en porte-à-porte. Et ce projet est très bien perçu. Ce que nous dénonçons, c'est ce que les Brestois ne supportent plus. Ce que nous proposons, c'est ce qu'ils attendent. Avec une équipe au service de Brest et de tous les Brestois. De tous les Brestois. Encore 39 jours de mobilisation et nous pouvons gagner. Nous devons gagner pour vous, pour Brest, c'est-à-dire pour la Bretagne et pour la France. Eh bien, écoutez, nous sommes debout et nous allons chanter ensemble la Marseillaise.